Salut tout le monde. Vous savez, on dirait peut-être pas comme ça, mais moi j'aime bien lire. J'ai aussi fait des études littéraires, j'ai fait un bac littéraire, et au cours des nombreux cours de français que j'ai pu avoir du collège jusqu'au lycée, j'ai pu faire quand même de sacrées découvertes quand on a étudié les textes. Il y a des textes qui me sont bien restés, dont j'ai de bons souvenirs, d'autres que j'ai trouvé un petit peu moins intéressants. Mais bref, tout ça pour dire que aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon top 10 de mes romans préférés. Alors pour info, je risque de spoiler un petit peu, mais je tâcherai de vous en dire un minimum quand je vous parlerai des livres. Allez, on commence tout de suite. On commence avec un livre de Roald Dahl. Alors, de tous ceux que j'ai pu lire de cet auteur, je pense vraiment que c'est sur Les Deux Gredins que je suis le plus revenue. L'histoire est très simple, elle porte sur Compère et Commère Gredin, tout simplement. Les deux personnages sont cruellement drôles. Ils passent leur temps à se jouer des mauvais tours, mais vraiment on se marre bien dans le récit. Dans ce livre, il y a quand même 3 passages qui m'ont sacrément bien marqué. Le premier, je dirais que c'est quand Commère Gredin fait ses fameux grouillanzis, parce que ces spaghettis grouillanzis grouillaient de verre, pour citer le livre tout simplement. Ça, ce passage, j'avais bien aimé. Le deuxième, c'est le délire qu'il y a autour de l'épouvantable, la terrifiante ratatinette. Ça, je trouvais que c'était assez marrant aussi. Et un autre passage encore qui m'avait marqué, c'était le délire de la tarte aux oiseaux aussi. Et quand il y a des enfants qui restent collés sur l'arbre à la place des oiseaux, les deux gredins sont quand même prêts à les manger. C'est vraiment horrible. Mais voilà, je pense que c'est ces 3 passages-là en particulier qui ont fait que je revenais sans cesse sur les deux gredins. On enchaîne avec Le nez de la reine. Je me souviens, moi, ce livre, en fait, ma mère le connaissait déjà, et j'ai eu l'occasion de l'étudier en primaire, du coup, donc ça fait que j'ai pu le lire, et ça fait que je l'ai bien aimé, j'ai pas été déçue par l'histoire, c'était vraiment sympathique. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille, Harmonie, qui rêverait d'avoir un animal à elle, mais le souci, c'est que ses parents sont pas du tout d'accord. Et du coup, un jour, elle rencontre son oncle Ginger qui revient d'un voyage, et il lui donne une pièce magique qui permet d'exaucer les vœux si on résout l'énigme qui explique comment procéder pour utiliser cette magie. Ça va, vous suivez? Je reformule alors. Il y a une énigme, et en la résolvant, on peut utiliser les pouvoirs de la pièce magique. Ça va, c'est mieux comme ça? Du coup, l'histoire tournera autour de Harmonie et des vœux qu'elle va formuler. J'aime beaucoup le personnage d'Harmonie dans cette histoire et j'aime beaucoup sa personnalité aussi, ainsi que le fait qu'elle dessine des animaux avec la tête des gens de son entourage. Ça j'aime bien, même qu'elle les imagine aussi. Elle fait pas que de les dessiner, elle imagine les gens qu'elle rencontre, tout ça en animaux et je trouve ça assez sympathique. Et j'aime beaucoup l'histoire en elle-même, elle aussi. Et en plus, il y a une morale dedans et c'est assez cool. J'aime bien la morale de cette histoire. Un passage qui m'avait marqué, qui m'avait bien fait rire, bon, qui m'a peut-être pas autant fait rire que l'épouvantable et la terrifiante ratatinette des deux gredins, mais que j'avais bien aimé quand même, c'est quand Harmonie est interviewée dans Le nez de la reine, et donc elle dit des trucs, et les journalistes ils déforment totalement ses propos dans l'article de presse, et moi j'avais trouvé ça assez rigolo. Alors ce livre, je me souviens, je l'ai découvert grâce à l'adaptation cinématographique qui était passée à la télé. Donc j'ai vu le film d'abord. Et je me souviens, j'avais vu un petit peu le début alors que ma mère le regardait à la télé. J'avais trouvé que c'était sympa, du coup ça fait que je suis restée jusqu'à la fin du film. Et c'est justement à la fin de ce film que c'était marqué que c'était adapté d'un roman en fait. Et bon ça je crois que ma mère le savait déjà, mais moi en tout cas ça a été confirmé dès que j'ai vu la fin du film. Et voilà, c'est pas que la même année, il se trouve qu'en cours de français, on a eu à l'étudier. Je disais donc, je l'ai étudié la même année où j'ai vu le film à la télé. Il se trouve que j'étais au collège, en 3e plus précisément, donc
qu'on avait eu à l'étudier en classe, dans son intégrale. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même marqué mon nom, ma classe dans le livre. Ainsi que l'année. Ainsi que l'année, ouais, voilà, je l'avais noté, tout simplement. Le roman est vraiment super, hein, il m'avait beaucoup plu. Déjà que j'avais apprécié énormément le film, alors j'ai été bien contente de pouvoir lire le roman dans son intégralité. Bon, après, le roman est adapté quasiment à la lettre, bien qu'il y ait quelques détails supplémentaires dedans. Mais le film est quand même bien adapté à la lettre du roman. Mais c'est vrai que quand on porte à l'écran, c'est normal qu'on passe à la trappe certains détails, mais là, pour le coup, bah, le livre a quand même des détails supplémentaires qui il est vrai que dans le film, il n'y en avait pas trop besoin forcément. Mais enfin bref, un passage que j'avais bien aimé dans ce livre, du coup, bah, c'est quand Brasse-Bouillon, le personnage principal, il décrit comment il capture une vipère. Et ce que j'avais aimé aussi là-dedans, c'est que comme la capture, elle a lieu au début, ben à la fin, il s'y réfère. Et ça fait un effet miroir, et moi j'aime bien ça, quand il y a un effet miroir dans les œuvres, que ce soit les livres, les films, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment intéressant et très captivant comme récit. Je vous le recommande vraiment celui-là pour le coup. Si vous avez jamais lu Vipère au point, je vous recommande de lire, et si vous n'avez pas vu le film, et ben allez le voir aussi tant qu'à faire. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais Germinal, je l'ai même pas étudié en classe. Je l'ai lu de mon total plein gré. On avait étudié Émile Zola en cours de français au lycée, j'aimais bien les textes qu'on avait lus et tout. Et en plus on m'avait recommandé Germinal, donc quand j'ai appris qu'on l'avait chez ma grand-mère, ma mère est allée le récupérer. Et du coup ça fait que je l'ai lu, en plus j'aimais bien le thème abordé par ce livre, donc c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi de le lire, parce que je trouvais que ça avait l'air très intéressant. Alors l'histoire du coup elle se centre autour du personnage de Étienne Lantier. Faut savoir que du coup Germinal fait partie du cycle des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Et du coup là-dedans on parle de l'époque où tout le monde allait travailler à la mine. C'est un récit qui est quand même assez triste, hein. Les gens ils sont pauvres, ils vivent dans la misère, la faim, enfin vraiment ils ont des conditions de vie qui sont absolument épouvantables, donc c'est assez dur comme récit. Mais j'ai beaucoup aimé quand même. Ça a beau être super long et écrit super petit, hein. Regardez-moi la taille de l'écriture, c'est sûr que c'est pas le truc qui se lit en 3 jours, mais ça a beau être long, c'est quand même bien écrit, et puis faut pas se laisser impressionner par la taille d'un livre, hein. Ça vraiment, n'ayez pas peur de la taille des livres, le récit peut être vraiment captivant et on peut filer les pages super vite si on est vraiment à fond dedans et tout. Alors pour les passages qui m'ont marqué, c'est un peu toutes les fois où ils vont dans la mine. En même temps c'est assez régulier comme truc, mais j'ai vachement des souvenirs de ça en fait. J'ai pas mal des souvenirs de ça. Et puis aussi, une petite précision supplémentaire, faut savoir que Émile Zola, il s'est quand même vachement bien documenté sur le sujet, hein. En classe on nous disait que même c'était un peu un reportage de l'époque, Germinal, tout ça, et même je pense les autres... sûrement les autres livres aussi, mais en tout cas Germinal, quand on en avait parlé vite fait, je sais qu'on nous avait dit que c'était quand même un peu un reportage d'époque, vu que Zola s'était documenté sur les mines, tout ça, tout ça. De toute la saga Harry Potter, que ce soit pour le livre ou pour le film, je pense sincèrement que Le Prisonnier d'Azkaban, c'est mon volet préféré. Et déjà dès la primaire, j'avais établi que c'était mon chouchou celui-là. Bon, l'histoire, je pense que j'ai pas besoin de faire un rappel, vous la connaissez tous, sauf peut-être les deux là-bas qui sont en train de dormir au fond. Bon alors, je vais faire quand même un rappel vite fait pour Le Prisonnier d'Azkaban. Harry entre dans sa 3e année à Poudlard et Sirius Black, un meurtrier, s'est échappé de la prison du coup, et il cherche Harry. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi c'est Le Prisonnier d'Azkaban qui est mon préféré. Est-ce que c'est parce qu'il y a le professeur Lupin dedans, qui est un personnage que j'aime beaucoup? Est-ce que c'est le twist concernant Sirius Black? Est-ce que c'est les concepts des détraqueurs et des Patronus? Franchement, j'en sais rien, mais il y a plein de raisons qui font que j'adore ce livre, mais je saurais pas trop toutes les énoncer ni toutes les expliquer. C'est mon préféré, c'est comme ça, point. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de
de vouloir vous raconter une petite anecdote au sujet du prisonnier d'Azkaban quand j'ai lu le livre, mais le souci c'est que pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir l'univers d'Harry Potter, qui n'ont pas vu le film ou pas lu le livre, ça risque de spoiler en fait, vu que ça concerne le twist à propos de Sirius. Donc si vous ne voulez pas entendre l'anecdote, je vous mets un petit timecode à l'écran pour que vous puissiez avancer et la sauter. Alors, quand j'ai lu le livre, dès l'instant où ils ont précisé que Sirius Black était un animagus, tout de suite dans ma tête j'ai fait le rapprochement avec le fait qu'il avait dû potentiellement peut-être se transformer pour pouvoir s'échapper. Je me suis dit comme ça d'instinct quand j'ai eu cette information, et ça a été confirmé dans le texte, et du coup j'étais toute fière de moi d'avoir pu deviner toute seule. Bon, ok, c'est un peu logique en même temps, mais j'étais fière de moi, voilà, à l'époque, j'avais déduit toute seule que Sirius avait utilisé la transformation en animagus pour s'échapper d'Azkaban. Je sais pas pourquoi je vous raconte cette anecdote, j'aime bien la partager comme ça, voilà, donc voilà, j'ai fini avec la petite anecdote inutile. On enchaîne avec les suites du top, et on arrive à la moitié quand même, mine de rien. Alors ce livre-là, lui aussi je l'ai lu de mon plein gré le plus total. Je me souviens, j'étais en seconde à cette époque-là, et je venais de voir Le Bossu Notre-Dame. Parce que ouais, pour info, en fait, j'ai pas grandi avec ce film, c'est un des Disney que j'ai vu sur le tard, c'est comme ça. Bref. Du coup, entre autres, j'avais aussi vu la vidéo Le Point Culture de Link the Sun sur les méchants de Disney, et je trouvais que le personnage de Claude Frollo était très intéressant au passage, donc ça m'avait motivé à voir le Disney du coup. Et après, j'ai eu envie de lire le livre original. Donc je me suis dégoté le roman, et je l'ai lu en une semaine. Ouais, vous avez bien entendu. Tout ça en une semaine. Mais c'est pas mon record absolu, hein. J'en parlerai peut-être une autre fois, mais c'est pas mon record absolu. Et j'ai tout lu, hein. Même la description de 3 pages qui coupe l'histoire sur la description de la cathédrale Notre-Dame, je vous dis, j'ai tout lu, vraiment. Alors moi qui aime déjà les écrits de Victor Hugo, j'avais déjà eu l'occasion de lire ses poèmes évidemment et tout, là encore c'est bien écrit, hein. C'est vraiment un beau récit, c'est un beau texte, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce qu'il fait Victor Hugo quand même, et franchement Notre-Dame de Paris c'était vraiment un très bon roman. Je suis bien contente de l'avoir lu, c'était vraiment sympa. Pour ce qui est d'un passage qui m'a marqué ou qui m'a bien plu, j'ai envie de dire que le passage qui m'a marqué, c'est justement la description de la cathédrale qui coupe un peu le récit sur 3 pages, mais c'est un peu facile, donc pour prendre un passage qui n'est pas de la description de bâtiment ou quoi, je dirais que c'est sûrement le moment où Quasimodo vient en aide à Esmeralda, et il lui donne un sifflet en lui précisant que si elle a besoin d'aide, elle peut l'appeler avec ça, parce que à force de sonner les cloches dans le livre, il est sourd du coup, Quasimodo, mais le son de ce sifflet, c'est le seul son qu'il peut encore entendre. Voilà, ça, on va dire que c'est le passage non descriptif qui m'avait marqué dans ce roman. Alors, là, on a un récit sur les migrants. Je me souviens, ce livre, il était sur une liste de livres recommandés à lire pendant les vacances d'été, comme on nous le faisait souvent au lycée. Et quand je l'ai pris, en fait, au vu du titre, je me doutais pas du tout que ça allait parler de des migrants, de migration, tout ça, en fait. Ouais, je pensais pas... Vraiment, je pensais pas que ça allait parler de ça. Le titre me parlait et je m'y suis dirigée comme ça. Et du coup, l'histoire m'a quand même beaucoup plu. C'est une histoire qui est vraiment intéressante. En fait, c'est 2 histoires qui sont racontées en parallèle. D'un côté, on a le point de vue d'un marin italien, et de l'autre d'un migrant, un jeune, qui veut fuir son pays, du coup. Et voilà, c'est ça. Il y a 2 histoires qui sont racontées en parallèle, dans ce même roman. D'ailleurs, je vais peut-être vous apprendre un truc, chers spectateurs, mais si dans un roman, on a les points de vue de plusieurs personnages qui ont l'air d'avoir rien à voir ensemble, c'est qu'ils vont forcément se croiser à un moment ou à un autre de l'histoire. Et justement, dans ce livre, le passage qui m'a le plus marqué et que je pense que j'ai aimé le plus, c'est quand le migrant et le marin se rencontrent. Mais ça se fait de manière extrêmement subtile et fugace. Je vais pas vous en dire plus. Ce que je peux ajouter en revanche, c'est que dans d'autres livres que j'ai pu lire où il y avait un procédé pareil, où il y avait plusieurs points de vue, soit les points de vue sont
confrontés en fait, un peu comme par exemple, je sais pas, dans Kain Chronicles ou les héros de l'Olympe. Là, il y avait plusieurs personnages qui se connaissaient et qui avaient leur point de vue différent sur une situation où ils étaient dans différents lieux, etc. Ou alors, les personnages, il y a des liens entre eux, mais ils sont dévoilés qu'à la fin. Vers la fin du récit, tout ça, mais on comprend au fur et à mesure en fait. Enfin, ça peut être pas forcément à la fin, mais voilà. Donc, dans les livres que j'ai pu lire, c'était soit comme ça, soit comme ça. Donc ce livre, je l'ai lu parce que j'avais aussi envie de voir le film. L'histoire se passe dans un futur proche, mine de rien. C'est un peu post-apocalyptique, mais c'est pas avec des zombies, pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire. Non, non, c'est de l'anticipation. Du coup, l'histoire, alors ça se passe, comme j'ai dit, dans le futur, un futur proche donc, et dans ce futur, la violence est totalement omniprésente dans une société qui est corrompue au passage. C'est les jeunes qui dominent, ils sont super violents, ils font des crimes et tout. Et du coup, le héros de l'histoire, c'est lui qui raconte, parce que c'est à la première personne du coup. Donc il nous raconte son histoire, donc c'est un jeune qui s'appelle Alex, et donc lui, il est super violent aussi, donc il a une bande de copains, tout ça, mais un jour, il se fait arrêter, après avoir commis un crime de trop et avoir été au passage trahi par sa bande de copains, et il se retrouve en prison. Du coup, pour en sortir au plus vite, il entend parler d'un traitement, la méthode Ludovico, qui, selon lui, pourrait l'aider à sortir plus vite de la prison. Mais il sait pas trop comment ça se passe et c'est un peu la mauvaise surprise pour lui. Parce que ce traitement, en fait, c'est... la personne est obligée de regarder des films et des trucs super violents pour être elle-même dégoûtée de la violence, ce qui la rend totalement inoffensive. Et cette méthode, elle est utilisée par le gouvernement pour diminuer, voire éliminer la violence dans les rues de la ville. Du coup, ça fait que Alex est lui-même rendu totalement inoffensif et toutes ses anciennes victimes vont se venger sur lui. Le bonheur et l'éclate les plus totales. Ouais, c'est pas faux. Personnellement, je pense que le passage qui m'a le plus marqué et qui est sûrement ce dont tous les gens qui ont vu le film se souviennent, c'est bien sûr quand Alex est forcé à regarder les images violentes. Ce que j'aime quand même dans ce récit, c'est que on sait qu'Alex, c'est un tas d'ordures absolument épouvantable, il est horrible. C'est un personnage qui est vraiment absolument détestable. Et pourtant, quand il va subir la méthode Ludovico et qu'il va être rendu totalement inoffensif et qu'il va même aller se faire victimiser par tous les autres, on ressent un peu de la pitié pour lui. Alors que il a quand même commis des atrocités qui sont absolument impardonnables. Et moi je trouve que c'est vraiment fort qu'un récit puisse faire ressentir de la peine pour un gars comme ça. C'est quand même incroyable, je trouve. Et d'ailleurs, vous êtes sûrement très nombreux à avoir vu le film, peut-être un peu moins à avoir lu le livre, mais bon voilà, Orange Mécanique, c'est connu, tout ça. Mais vous êtes peut-être nombreux aussi à ignorer pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est ça qui est très intéressant en fait quand on fait la recherche sur pourquoi ça s'appelle Orange Mécanique. Et je vais me faire une joie de vous raconter, ce que ça veut dire. Alors, il faut savoir que l'auteur Anthony Burgess a été en Malaisie passer un temps, et il se trouve que là-bas, le terme orange désigne l'être humain. Bon, Alex dans le roman est un être humain, dans le film aussi, hein, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc c'est un être humain, ça c'est un fait, on va pas le nier, on est tous d'accord là-dessus. Et mécanique, parce que suite à son traitement, Alex perd totalement son humanisation et son libre arbitre. Il devient comme un robot. Voilà, Orange Mécanique, homme mécanique. Une autobiographie sur un rescapé des camps nazis. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce livre. C'était aussi, je pense, le premier livre avec ce genre de témoignage là-dessus que j'ai pu lire. Et c'est sûrement aussi pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Tout est bien décrit dans ce livre. On est transporté avec l'auteur, Primo Levi, on souffre avec lui, tout ça. Et je pense que même les plus sensibles d'entre nous seraient capables de pleurer en lisant un roman comme ça. De plus, je pense aussi que j'aime beaucoup ce livre parce que je me souviens qu'en troisième, il me semble que c'était aussi quand j'étais en troisième, pour une sortie en rapport avec les cours d'histoire, on avait
on avait entendu, un monsieur est venu témoigner son histoire, qui était rescapé des camps d'extermination lui aussi. Il nous avait raconté son histoire, c'était vraiment très émouvant, on l'a écouté 2 heures dans le silence le plus total. On ressentait ce qu'il ressentait, c'était très émouvant là aussi. Et voilà, c'était... J'ai pas les mots, je suis désolée, mais tout ça là, c'est vraiment très émouvant. Dans le roman, c'est comme avec ce témoignage qu'on avait entendu, on a les horreurs qu'ils ont traversées, tout ça, on est fasciné, on est captivé par tout ça, c'est vraiment... même si on le sait, on a quand même du mal à se dire déjà qu'ils ont pu subir tout ça et on se demande comment ils ont pu réussir à survivre. C'est vraiment des cicatrices qui resteront avec eux pour toujours et on le sent bien dans le roman de Primo Levi entre autres. Je pourrais aussi vous parler d'Une jeunesse au temps de la Shoah de Simone Weil que j'ai également lu, qui aurait pu d'ailleurs être dans ce top, mais je trouvais que ça aurait pu faire un petit peu redondant, donc voilà, j'y fais allusion, je le mentionne. Il n'est pas dans le top, mais voilà, je l'ai lu et là aussi c'était un récit qui était très émouvant, encore une fois. Voilà, c'est pour ça. Je voulais juste pas faire doublon, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top. Et de toute façon, j'ai d'abord lu Si c'est un homme, donc c'est pour ça que je l'ai plutôt mis lui dans cette vidéo plutôt qu'Une jeunesse au temps de la Shoah. Mais je vous invite quand même à aller lire aussi Une jeunesse au temps de la Shoah si vous ne l'avez pas fait et si vous aimez lire des témoignages sur la Seconde Guerre mondiale. Pour revenir au roman, pour les passages qui m'ont marqué, je saurais pas vraiment dire parce que tout est justement vraiment captivant dans le roman en fait. Je pense qu'on peut aussi dire quand même que quand il sort de ce cauchemar, on est tous soulagés, bien qu'il soit marqué profondément, et que nous, lecteurs, même si on ressent des trucs en lisant ce livre, on ne pourra jamais vraiment se mettre vraiment à la place, ni vraiment ressentir comme ils ont ressenti tout ce qu'ils ont vécu, ces pauvres gens. Alors ce livre, contrairement à tous ceux dont j'ai parlé précédemment, lui, j'ai eu aucune difficulté à le mettre à la première place parce que c'est totalement clair que c'est mon histoire, mon roman préféré de tous les temps. Je vais pas vous résumer l'histoire parce que en fait c'est carrément résumé dans le titre, Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Je vais plutôt vous raconter comment j'ai fait la connaissance, on va dire, de ce roman. C'était en CM2. Et notre institutrice, elle avait pour habitude de nous lire une histoire, elle nous lisait des histoires et c'était une fois par semaine qu'elle lisait les récits. Et un jour, du coup, elle nous a lu celui-là. Et j'ai tout de suite adoré ce récit, je l'ai vraiment trouvé super. J'ai tout de suite demandé à ma mère de me l'acheter. Et je pense que c'est aussi le roman que j'ai le plus relu de toute ma vie. Bon, il y a Les Deux Gredins aussi, mais Les Deux Gredins c'est beaucoup plus court, donc ça compte pas vraiment, je trouve que ça compte pas. Mais vraiment, Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, j'adore ce roman. C'est vraiment un très beau livre, c'est une histoire qui est vraiment belle, c'est poétique, c'est touchant, c'est émouvant. Vraiment, c'est une très belle histoire. C'est super bien écrit, on s'attache aux personnages qui sont pour la plus grande majorité des animaux. Le texte, il y a de la sensibilité, je dirais, dans le récit, tout ça. Il y a de l'émotion. Et aussi, il y a une très jolie morale dans cette histoire. Vraiment très jolie. Si vous avez jamais lu ça, vraiment, vous laissez tout tomber là maintenant, vous trouvez le moyen de lire ce livre. Parce que vraiment, il vaut le coup, c'est vraiment une très belle histoire. Et je pense aussi que mon passage préféré dans cette histoire, c'est quand Zorba, le chat grand, noir et gros, apprend enfin à Fortunada, la mouette, à pouvoir voler. C'est, je pense, les dernières... C'est à la fin du livre, évidemment. Et les dernières phrases m'arrachent toujours, je pense, une petite larme. Parce que c'est vraiment beau, en fait. J'aime beaucoup ce passage. Et d'ailleurs, quand j'étais en école de dessin, à un moment, on avait un travail qui était c'était en graphisme, on devait faire une lettrine à partir d'un texte qu'on aimait bien. Et moi justement j'ai choisi les dernières phrases d'Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Pour celui-là, vu que c'est mon préféré, je peux pas m'empêcher de vous lire ce passage que j'aime beaucoup, mon passage préféré. Et je vais vous mettre à l'écran la lettrine que j'ai faite du coup pendant que je vous lis ce passage.
Alors mon passage préféré c'est vraiment les dernières phrases du livre, mais je vais vous lire un petit peu avant histoire qu'on puisse un peu plus profiter et que vous ayez un peu plus de contexte. Les portes sont fermées, miaula Zorba. Pas toutes. Je viens souvent ici fumer et penser, seul, les jours de tempête. Je connais une entrée, répondit l'humain. Ils firent le tour et entrèrent par une petite porte latérale que l'humain ouvrit avec son couteau. De sa poche, il sortit une lampe et, éclairé par son mince rayon de lumière, ils commencèrent à monter un escalier en colimaçon qui paraissait interminable. « J'ai peur !» pépia Fortunada. « Mais tu veux voler, n'est-ce pas ?» interrogea Zorba. Du clocher de Saint-Michel, on voyait toute la ville. La pluie enveloppait la tour de la télévision et sur le port, les grues ressemblaient à des animaux au repos. « Regarde là-bas, on voit le bazar d'Harry. C'est là que sont nos amis, miaula Zorba. « J'ai peur, maman !» cria Fortunada. Zorba sauta sur la balustrade qui protégeait le clocher. En bas, les autos ressemblaient à des petits insectes aux yeux brillants. L'humain prit la mouette dans ses mains. « Non, j'ai peur! Zorba, Zorba !» cria-t-elle en donnant des coups de bec sur les mains de l'homme. « Attends, pose-la sur la balustrade, miaula Zorba. Je ne voulais pas la lancer, dit l'humain. Tu vas voler à Fortunada. Respire, sans la pluie. C'est de l'eau. Dans ta vie, tu auras beaucoup de raisons d'être heureuse, et l'une d'elles s'appelle l'eau, une autre le vent, une autre le soleil qui arrive toujours comme une récompense après la pluie. Tu sens la pluie? Ouvre les ailes, miaula Zorba. La mouette ouvrit les ailes. Les projecteurs la baignaient de lumière, et la pluie saupoudrait ses plumes légères. L'humain et le chat la virent lever la tête, les yeux fermés. La pluie, l'eau, j'aime. Tu vas voler, assura Zorba. Je t'aime. Tu es un chat très bon, cria-t-elle en s'approchant du bord de la balustrade. Tu vas voler. Le ciel tout entier sera à toi, miaula Zorba. Je ne t'oublierai jamais, ni les autres chats, cria-t-elle les pattes à moitié au dehors de la balustrade, comme le disaient les textes, les vers d'Atsaga. Son petit cœur était celui des équilibristes. Vole! Miaula Zorba en tendant une patte et en la touchant à peine. Fortunada disparut de leur vue, et l'humain et le chat craignaient le pire. Elle était tombée comme une pierre. En retenant leur respiration, ils passèrent la tête par-dessus la balustrade et la virent qui battait des ailes, survoler le parking. Ensuite, ils la virent monter bien plus haut que la girouette d'or qui couronnait la beauté singulière de Saint-Michel. Fortunada volait solitaire dans la nuit de Hambourg. Elle s'éloignait en battant énergiquement des ailes pour s'élever au-dessus des grues du port, au-dessus des mâts des bateaux, puis elle revenait en planant et tournait autour du clocher de l'église. « Je vole, Zorba! Je sais voler !» criait-elle euphorique depuis l'immensité du ciel gris. L'humain caressa le dos du chat. « Eh bien, chat, on a réussi, » dit-il en soupirant. Oui, au bord du vide, elle a compris le plus important, miaula Zorba. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle a compris? Demanda l'humain. Que seul vole celui qui ose le faire, miaula Zorba. Je pense que maintenant ma compagnie te gêne. Je t'attends en bas. Et l'humain s'en alla. Zorba resta à la contempler jusqu'à ne plus savoir si c'était les gouttes de pluie ou les larmes qui brouillaient ses yeux jaunes de chat grand, noir et gros, de chat bon, de chat noble, de chat du port. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et vous, quels sont vos livres préférés? Ça m'intéresse, j'aimerais le savoir. Et si éventuellement vous pouvez développer un petit peu pourquoi vous aimez tel ou tel livre, n'hésitez pas, moi ça m'intéresse, je lirai ça avec plaisir. Sur ce, comme j'ai dit, n'hésitez pas à partager quels sont vos livres préférés. Moi je vous dis à la prochaine et rendez-vous pour une prochaine vidéo.
Salut!